Oui, oui, active le micro. Voilà. Bonjour à tous. Oui, oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Non, tu sais, il y a peut-être des priorités, parce qu'en ce moment, c'est compliqué quand même. Hein. Qui fatigue. Bon, il est 19h, donc je vous propose de commencer. Je me réjouis de voir que l'amphithéâtre se remplit. Dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui, puisque avec les mesures sanitaires, Alors, on combien? a malheureusement dû réduire l'accueil de participants en présentiel. Je vois qu'on est près de 260 connectés en ligne. Donc, vraiment, tout le chapitre toulousain se réjouit de vous voir si nombreux aujourd'hui, en ligne, comme en présentiel, comme je disais. Et je pense que cela traduit l'engouement des alumni pour le sujet de ce soir, à savoir la conception d'une aile volante à hydrogène. Et plus globalement, nous le verrons, une approche plus systémique finalement d'un transport aérien décarboné. Donc, si les émissions du transport aérien représentent 2% des émissions du CO2, un peu plus si on compte les émissions indirectes, l'impact indirect de l'aéronautique, toute l'industrie s'est engagée depuis plusieurs décennies à réduire son impact sur le climat à travers l'amélioration constante des performances des aéronefs, de leur opération, mais aussi au travers de l'adoption de mécanismes de compensation. On l'a vu dans l'actualité cette semaine, l'introduction de carburants alternatifs comme kérosène de synthèse présente dès aujourd'hui une solution pour réduire l'impact de l'aéronautique au travers de ses émissions sur tout le cycle de vie. Cependant, pour aller encore plus loin dans son objectif de décarbonation, on porte ce soir notre regard sur l'hydrogène. Ça risque rien. Et sujet qui est également d'actualité, puisque on le voit dans le plan de relance, la France présente également une stratégie nationale pour le développement d'un hydrogène décarboné, y compris pour la mobilité et l'aéronautique. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous Chantal Fualdès, experte Airbus en aérostructure composite et responsable de certification. Vous pouvez l'applaudir. Ainsi que Pierre-Guy Amand, directeur d'innovation au sein d'Ariane Group, que nous retrouverons en seconde partie de soirée lors de la table ronde. Dès à présent, je voudrais laisser la parole à Olivier Lèbre, peut-être, pour un mot. Il sera représenté par Jean-Louis. Il sera représenté, petite erreur de ma part, par Jean-Louis Marcet. Par Jean-Louis Marcet. Représentant l'association des alumni de l'ISAE Super-Héros ce soir. Alors, merci Raphaël pour cette introduction. Donc, je vais remercier les participants. Je vais remercier Yves, parce que c'est grâce à Yves qu'on a pu monter cette conférence. Et on est absolument ravis au niveau du chapitre, d'abord d'avoir des jeunes comme Julie et Raphaël qui nous aident, de voir l'assistance nombreuse. Et puis, on a passé les 300. Je ne sais pas combien on est en ligne, mais il y avait près 300 en ligne. Donc, voilà. Donc, maintenant, la parole est bien aux experts. Donc, Alors, il faut basculer. Je vais introduire notre grand conférencier du soir. Après 7 ans en tant qu'ingénieur structure composite pour Airbus, puis 10 ans professeur associé espace et vol habité à l'ENSICA, Yves Ourena est depuis 2003 professeur des universités en dynamique des structures et biodynamique à l'ISAE Super-Héros comme à l'université Paul Sabatier. Par ailleurs, vous dirigez des recherches en thermodynamique des coques et interaction solide-fluide.
Vous êtes auteur de Non, parce qu'on ne pourra pas 149 défiler. contributions Fais attention. scientifiques internationales référencées, Oh. lauréat de la Frank Malina Astronautics Medal de la Fédération internationale d'astronautique et membre correspondant de l'Académie de l'air et de l'espace pour l'ISAE. Donc vous représentez dignement ce soir le monde académique et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Raphaël. Merci Jean-Louis, merci Laurent et merci Nia. Et puis alors surtout merci à nos distinguished guests, Chantal et Pierre-Guy. C'est vraiment un très grand honneur de les avoir parmi nous. Alors c'est une grande joie. D'abord parce que pour une fois, on est un peu en présentiel. Et ça fait beaucoup de bien de passer du cinéma au théâtre. Parce que les vrais acteurs sont des acteurs de théâtre. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on va parler de l'avenir. On va parler de technique, de science, évidemment. On va parler aussi de coopération. Et je suis absolument ravi d'avoir le monde de l'espace représenté au plus haut niveau et le monde de la FAA. Car quand je présenterai Chantal, vous verrez que les gens de Boeing et de la FAA craignent Chantal. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Déjà, moi, j'en ai encore un petit peu peur, mais moins que la FAA et Boeing. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a des pistes de coopération et de développement que vous allez vivre et qui permettent d'aller vers une aéronautique décarbonée. Voilà, ça, c'est une image évidemment un peu prophétique. Voilà, ça marche. Ça marche. Alors, cette image est un peu provocatrice parce que vous reconnaissez le B2, civilisé, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il est passé du noir au blanc. Bon, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est l'isolant thermique. Mais surtout, il y a les deux missions de l'ISAE Super-Héros. Je suis d'ailleurs d'autant plus heureux de faire cette conférence dans le temple de la science, de l'aéronautique et de l'espace qu'est Super-Héros. Et donc, ça me permet d'en parler. Voilà. Donc, ce que je voudrais, c'est à partir de notre mission formation et recherche, parler du nouveau paradigme du vol. Le nouveau paradigme du vol où j'ai fait un tout petit peu de chimie dans mon enfance. Et vous voyez, de l'oxygène plus de l'hydrogène, ça donne de la vapeur d'eau. C'est quelque chose qui est totalement décarboné si on trouve le moyen de produire l'hydrogène de manière décarbonée, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a eu des événements la semaine dernière au Canada qui montrent qu'on est vraiment extrêmement bien avancé là-dedans. Alors, voilà tous les mots-clés de la conférence. Je me suis arrangé pour qu'ils soient en forme d'aile volante, d'ailleurs, ces mots-clés, comme vous le constatez. Et donc, c'est comme il sied au subaérien une approche architecturale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'avion, c'est l'avion dans son environnement technique, scientifique et humain. On va adresser les TRL 1 à 7, 8 quand même. Hein. Eh oui, je vous vois. Mais non, mais on va en parler. C'est pour ça qu'il y a une table ronde. Voilà. Alors, allons-y. Alors, c'est Édouard Manet, l'origine des impressionnistes, qui nous montre que, vous voyez ce dessin, je le trouve très joli, qui nous montre que dans les rues de Paris, je vous enverrai les planches, hein, si ne prenez pas de notes, parce que les écrits s'en vont, mais la parole reste. Et donc, qui nous montre que dans les rues de Paris, dans les années 1800 et quelques, il y avait déjà de l'hydrogène dans les rues de Paris. Ça s'appelait du gaz d'éclairage. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'hydrogène, c'est 60% d'hydrogène, 20% de méthane. Néanmoins, c'est assez dangereux de fumer à côté de ça. Et vous voyez qu'il y avait une flamme particulière à droite, la flamme du réverbère. D'ailleurs, c'est même dans Le Petit Prince, un réverbère et un allumeur de réverbère. Il y en a même encore quelques-uns à Paris qui restent, mais il n'y a plus de gaz. Hein. Voilà. Et donc, il y avait des flammes éclairantes et qu'on maîtrisait déjà la combustion de l'hydrogène, à tel point que les aérostiers, qui utilisaient le gaz d'éclairage pour se sustenter, allaient se remplir de manière illégale directement sur les becs de gaz. Alors ça, ce n'était pas tout à fait légal, mais qui allaient directement dans les fabriques de gaz de ville, de gaz donc voilà, de gaz de ville, de gaz d'éclairage, remplir les ballons. Et le premier dirigeable de l'histoire, alors c'était un moteur à vapeur de 3 chevaux, vitesse maximum 15 km/h. Si le vent soufflait à plus de 15 km/h, ça veut dire qu'on reculait moins vite que le vent. Voilà. Mais c'était quand même un dirigeable, il était gonflé au gaz d'éclairage. Et on va voir un certain nombre. Alors là, ça ne marche plus maintenant. Si, ça y est. Cette photo est extraordinaire parce que c'est l'année qui précédait la création de Super-Héros, puisque Super-Héros 1909, la même année que la Manche, c'est le premier salon de l'aéronautique. Et vous reconnaissez le Grand Palais à Paris. Et vous reconnaissez, à cette époque bénie où le principe de précaution ne sévissait pas, nous avions un ballon dirigeable d'à peu près 2500 mètres cubes de gaz d'éclairage à l'intérieur, avec le public autour.
Bon, je pense qu'il ne fallait pas trop fumer à côté quand même. Mais vous voyez qu'on n'hésitait pas à l'époque. Bon, ça n'a duré que 3 jours, hein, cette affaire, mais enfin quand même. Je voulais vous montrer cette image parce qu'elle est particulièrement saisissante de tous les prophètes de malheur qui nous disent que s'il y a 1 litre d'hydrogène dans le département, il faut évacuer toute l'Occitanie. Donc, on va parler maintenant de l'histoire de nos avions. Alors évidemment, Clément Ader, qui n'a pas vraiment inventé l'avion, hein. Il a inventé le décollage par effet de sol. Alors, c'était déjà bio-inspiré, comme vous le constatez, c'était déjà une aile volante. Regardez, bio-inspiré, c'est évident, qui était à la fois chauve et souris, évidemment. Et puis, c'était des biomatériaux, de la soie et du bois, ce sont des biomatériaux. Et le carburant, c'était de l'alcool, du méthanol de pomme de terre. Attendez, excusez-moi, mais c'est du biocarburant. Hein. Bon. Alors, en fait, il a inventé les cranoplanes. L'ami Clément Ader, il a inventé les cranoplanes que les Russes. Alors là, par contre, ce n'est pas très écologique, il faut quand même le dire. Mais non, du tout. Mais sur le principe, c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a un autre cranoplane qui nous intéresse. Il y a un bâtiment ici qui porte son nom, c'est Henri Fabre, vous voyez, en 1910, qui a créé le premier hydravion qui voletait doucement. Mais il y a des choses très intéressantes. Il y a un moteur radial derrière, il y a des structures porteuses en treillis, et puis une aile qui commence à être un petit peu bio-inspirée aussi parce qu'il y avait du morphing. Alors, le morphing, les maîtres du morphing, les voilà. Puisqu'ils ont appris à contrôler sur 3 axes grâce au gauchissement de la voilure, c'est bien du morphing, ce qu'on reprend sur les drones aujourd'hui. Mais le détail que je voudrais vous montrer sur cette photo qui est au Sénat des États-Unis, hein, la plaque originelle, c'est une photo complètement historique. Elle a été prise le 17 décembre 1903. Le vol le plus historique, il était l'année précédente, la première fois que leur planeur a fait un virage. Et celui-là, c'était le premier vol motorisé. Alors, pourquoi motorisé? Parce qu'ils utilisaient un moteur à essence avec les nouvelles technologies de l'époque, un bloc en aluminium, les technologies du vélo, car ils étaient fabricants de bicyclettes, les frères Wright, donc c'est du spin-off. C'est-à-dire ils faisaient ce que Elon Musk fait, il fait des voitures, avec ses voitures, il fait des fusées. Voilà. Les frères Wright, ils faisaient des vélos, avec leurs vélos, ils faisaient des avions. Et vous voyez quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le réservoir, vous avez Orville sur l'avion et Wilbur qui est à droite. Là. Orville est couché sur l'aile, c'était pas très commode à piloter quand même. Et donc, il a une perfusion, véritablement une perfusion, qui est le petit réservoir de 2 litres. Je dis bien 2 litres. 2 minutes d'autonomie, mais de toute façon, ils ont fait que 30 secondes. Hein, donc, 2 minutes d'autonomie et, comment dire, la peur terrible de ce nouveau carburant qu'on appelait l'essence, qu'on redoutait autant à l'époque qu'on redoute l'hydrogène liquide aujourd'hui. Parce que l'essence, je vous signale que si vous en répandez ici et que vous fumez à côté, vous allez voir que nous allons être dans une chaude ambiance. Alors, la structure classique de l'avion a été inventée par Sir George Cayley en 1800, première moitié du 19e siècle, avec un fuselage, une voilure, un empennage horizontal et une dérive. Voilà, ça a volé en modèle réduit en 1860. Et puis, pour stabiliser ça, les premières stabilisations ont été faites par gravité. C'est Otto Lilienthal, j'ai cette photo absolument magnifique parce que c'est le pionnier devant un avion absolument fabuleux, voilà, qu'on a bien tort d'arrêter. Et donc, le premier contrôle a été fait par gravité. C'est-à-dire qu'en réalité, Otto Lilienthal a inventé le parapente. Vous voyez, cette photo n'est pas truquée, c'était quand même pas des sauts de puce. Bon, et comme on dit aujourd'hui, il en avait quand même, hein, parce que c'est au-dessus de l'eau, mais quand même. Donc voilà ce qu'Otto Lilienthal a inventé. Et au passage, j'en profite pour dire que si vous ne voyez pas que c'est une aile volante, là, c'est que vous êtes aveugle. C'est une aile volante. Alors l'aile volante s'est développée dans différentes formules plus ou moins exotiques. Alors voilà un Italien fabuleux qui est connu pour ses voitures. Vous voyez, il transportait sa voiture sous son avion. C'est très commode, il détachait la voiture quand il arrivait, il n'avait plus qu'à aller se promener. Et sa voiture, il la fabriquait lui-même, comme Elon Musk, puisque c'était Ettore Bugatti. Voilà, alors il avait tout un tas d'avions, tout un tas de voitures. Celui-là est très joli parce qu'il y a déjà un concept d'aile volante là-dedans, comme vous le constatez. Le fuselage, hop là, je croyais que c'était un pointeur. Le fuselage, vous voyez, est déjà habitable et déjà légèrement porteur. Et en plus, il transportait vraiment sa voiture. Ça a volé. Hein. Bon, ça ne volait pas très bien parce que la finesse du système n'est pas très bonne. Hein. Mais enfin, ça volait. Alors les Allemands, entre les deux guerres, ont commencé à s'intéresser à l'aménagement de la voilure. Donc le Junker 38, vous voyez, il y avait une cabine dans l'aile. Alors c'est extrêmement intéressant. Regardez
entre les moteurs intérieurs et le fuselage. Vous avez quelques passagers que vous pouviez mettre. Vous voyez, vous ne rêvez pas. Il y a bien des gens au balcon, là. Voilà. Alors après, c'était une aile de chez elle quand même. Hein. Une aile grosse, enfin, voilà, une aile bien germanique, avec des portes à l'intérieur. Vous voyez que c'était un profil bien épais. Ça, c'est la petite voilure externe, la petite voilà, voilure externe. Et voilà, bon, il n'y en a eu qu'un exemplaire de construit quand même. Hein. Et voilà l'intérieur de cet avion avec, alors là, on voit très bien la cabine d'aile et puis l'atelier pour la maintenance des moteurs en vol. Regardez, engine room. Vous voyez, c'était les moteurs là, qui étaient les moteurs à piston. Il fallait des gens pour les entretenir en vol. Et là, voilà une autre vue, vous voyez, avec les passagers. Il n'y a pas 50 passagers dans l'aile. Hein. Vous aviez une petite dizaine de passagers dans l'aile. Et puis, vous aviez 2-3 mécanos qui se baladaient à l'intérieur. Ouais, mais c'est un début. Il faut un commencement à tout. Alors, Staline, lui, avec le Maxime Gorky, il est allé plus loin. C'est un instrument de propagande du régime soviétique. Et vous voyez que, en plus du fuselage habitable, vous aviez une imprimerie pour le parti bolchevique, là, à gauche, dans l'aile gauche, évidemment dans l'aile gauche forcément. Et puis, il était évidemment peint en rouge, évidemment. Donc, mais ça a volé, hein, ce truc-là. Et alors, dans l'aile droite, vous aviez le 2 pièces cuisine qui accompagnait toute l'équipe. Avec, regardez, c'est un rêve de gosse. Hein. Vous avez la cuisine, on la devine. C'est dommage que je n'ai pas un pointeur. Bon, c'est pas grave. Vous avez la cuisine, vous avez les couchettes, vous avez tout. Mais je vous enverrai ces planches parce qu'elles ne sont pas classifiées. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un avion extrêmement intéressant. Les Russes ont fait encore pire. Alors ça a volé, mais très mal, hein, parce qu'ils sont allés trop loin dans le concept. Puis après, il y a eu des projets papier. Il y a eu des projets papier. Ça n'a jamais volé, mais ça a été publié quand même. Hein. Ça a été publié, voilà. Et vous voyez, l'idée, elle était quand même très intéressante. C'est d'avoir l'habitacle devant, le dortoir derrière et un couloir, une coursive entre les deux, qui faisait le longeron de l'aile. C'est quand même très bon. L'image date de la Seconde Guerre mondiale, elle est un petit peu pixelisée, mais on y voit. Et alors, on faisait des présentations, d'ailleurs basées de ce qui se faisait dans les dirigeables, basées sur ce qui se faisait dans les dirigeables. Vous voyez, bon, c'est un trucage photo grossier hein, pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et vous voyez, en 1942, Science et Vie, qui s'appelait La Science et la Vie, avait publié un concept d'aile volante que Indiana Jones a recopié dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Merci Chantal. Voilà, ça c'est la fameuse scène. Bon, ça n'a jamais volé, enfin, sauf au cinéma, et même au cinéma, ça n'a pas volé. Hein. Mais enfin, c'était... Voilà. Par contre, ce qui a volé, c'est effectivement ce que les frères Horten ont fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, alors, qui était évidemment en bois, mais avec 2 réacteurs quand même. Les prototypes ont commencé avec des moteurs à hélice, et puis ils ont fait quelques vols avec des réacteurs, mais il faut quand même le dire, la fin de la guerre a mis fin à tous ces essais. Et après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de concepts ont commencé à émerger avec Jack Northrop. Voilà. Alors Jack Northrop, c'est véritablement le père de l'aile volante. Alors là, on va commencer à rêver. On va commencer à rêver tout doucement. Voilà ce qui va devenir l'aile volante contemporaine. Alors c'est encore très 60s, 50s, 60s. Hein. C'est-à-dire, vous avez l'habitacle au milieu, vous voyez, très rationnel. Vous avez le kérosène dans l'extrémité. Et puis, vous avez les 8 moteurs, là, 4 de chaque côté, avec le train d'atterrissage dans la case à équipement, au milieu. Bon, alors, c'est assez joli, mais ça reste encore un rêve d'ingénieur. Après, il y a des ailes volantes qui ont volé quand même. Alors, il y a le Dream Chaser, là, qui est une aile volante. Bon, la navette spatiale, d'ailleurs, si on mais ce n'est pas très public quand même. Concorde, en réalité, est une aile volante. C'est pour ça qu'on a rodé les commandes de vol électriques en tangage. Parce que le problème de l'aile volante, on va le voir, c'est qu'elle n'est pas stable en tangage. Ça, c'est quand même un très gros problème. L'Avro Vulcan, bombardier britannique, est une aile volante également. Donc, il y a quand même eu des ailes volantes. Et puis, il y a des amateurs. Alors, Fauvel a fabriqué des planeurs. Il y a eu des drones. Alors, des drones ailes volantes ou des ULM, il y en a plein, plus ou moins stables, plus ou moins dangereux, plus ou moins pilotables. Mais enfin, bon, malgré tout, dans les années 50, le grand programme qui a fait du bruit, c'est le projet de bombardier de Northrop, qui était en concurrence avec le XB-36, qui a finalement gagné le marché de l'armée américaine. Et c'est quand même un truc qui fait 55 mètres d'envergure, ça. Bon, quand même, ça commence à être élevé. Ils avaient 6 réacteurs dessus, donc ça commence. Et il a bien failli y avoir des escadrilles aux États-Unis, puisqu'il y a quand même eu des débuts d'opérations
Alors, si quelqu'un trouve une photo, il y en a plus. Moi, c'est le record que j'ai trouvé. J'en ai 11 sur la même photo. Là. Bon, je ne sais pas. Je fais un appel. Hein. Si vous trouvez une photo, il y en a plus. Mais c'est pas mal quand même. Là, ça commence à y ressembler, mais je pense qu'il était trop en avance sur son temps. Alors, il nous faut faire un peu d'aérodynamique, mais pas celle des aérodynamiciens, parce que sinon, ils vont nous compliquer les choses et on ne va pas comprendre. Alors, le problème, c'est que l'aile volante, comme je vous l'ai dit, elle est instable. Alors, comme je ne comprends pas les équations de Navier-Stokes, parce que je suis un peu limité en physique, je vais vous faire une démonstration très simple de l'instabilité voilà, vous le voyez, de l'instabilité en tangage d'une aile volante. Vous avez vu que ça s'est mis à tourner comme ça. Alors évidemment, c'est très gênant si vous avez des passagers là-dedans, vous imaginez. Et donc, ça ne peut être stabilisé que numériquement, que artificiellement. Alors, ça vient tout simplement du fait que ce qui fait voler un avion, c'est la force centrifuge par effet Conda, Henri Conda, premier major de Super Héros, 1910. L'air contourne, la force centrifuge, qui n'est pas une force fictive, je vous le garantis dans la centrifugeuse, ce n'est pas une force fictive, donc va tirer l'air vers le haut et va créer à la fois la portance et la traînée. Bon, alors, pas sur l'intrado, parce que l'intrado, là, je vous l'ai représenté plat. Donc là, il ne se passe rien. Par contre, sur l'extrado, ben, il va faire le virage. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que, excusez-moi, parce que voilà, là aussi, les aérodynamiciens veulent qu'à portance nulle, on ait une incidence négative. Bon, enfin, c'est comme ça. Quand vous êtes à incidence négative, on va faire l'ensemble des forces de pression qui s'appliquent sur l'extrado, sur l'intrado. On s'aperçoit qu'il y a un moment piqueur. Il est bien embêtant ce moment piqueur, parce que ça veut dire qu'il va falloir stabiliser tout ça, même quand on va avoir de la portance qui va se créer. Vous voyez, là, on a 11 degrés de plus en incidence, et ça va donner effectivement le plus bel avion du monde, là, avec la configuration habituelle, c'est-à-dire un centre de masse, et c'est la réglementation qui demande, un centre de masse devant le foyer aérodynamique principal et un stabilisateur derrière qui donne une déportance au plat, avec tous les inconvénients que ça représente, c'est-à-dire plus de poids apparent, puisque la déportance, il va falloir la compenser par une portance supérieure, donc une traînée supérieure de l'air et la traînée propre de l'empennage. Voilà. Plus de la structure, plus plein de choses. Donc, l'aile volante permet de gagner ça. Alors, on peut tricher et faire une formule traditionnelle avec la flèche. Vous voyez, c'est un prototype de la NASA là, que vous avez en haut à droite, où finalement l'empennage n'est pas sur le fuselage, mais sur l'aile. On a une flèche tellement forte, mais on triche, parce que ce n'est pas une aile volante, c'est un avion classique sans fuselage. Voilà. On peut aussi utiliser un profil à double courbure, c'est-à-dire avoir la déportance dans le profil. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est pareil. On ne gagne pas tant que ça, et la plupart des prototypes stables, enfin en tout cas ceux qui ont volé de manière stable d'ailes volantes, sont basés sur ce principe-là. Tout comme d'ailleurs les drones que vous connaissez tous et qui sont dans le commerce. Alors ça a donné des choses très jolies, très très fines, tellement fines que les Américains nous les ont copiées. Bon. Et seulement on s'aperçoit que si on veut vraiment stabiliser l'aile volante, il faut faire appel à la bionique, à la bio-inspiration, et regarder les ailes les plus perfectionnées à géométrie variable qui existent, qui peuvent être ailes volantes ou pas ailes volantes, suivant la géométrie, suivant le morphing. Le morphing peut aller très très loin. Alors évidemment, la photo a été prise au bon moment, vous vous en doutez, on ne peut pas rester des heures comme ça, mais je l'ai trouvée très chouette cette photo. Voilà, elle serait bien comme logo de Super Héros d'ailleurs, je trouve. Bon, donc voilà, alors ça, c'est le rêve de Jack Northrop qu'il a vu avant de mourir quand même, et donc qui est le B2. Alors le B2 est totalement bio-inspiré, alors si vous n'en êtes pas convaincu, vous le serez d'ici quelques minutes. Le B2 est totalement bio-inspiré, vous avez les rémiges, les plumes qui battent en permanence, mais évidemment, comme il est instable et que c'est le numérique qui le stabilise, vous avez 2 sièges éjectables devant, ce qui est évidemment relativement difficile à envisager sur un A380. Sauf pour la belle-mère éventuellement, mais de manière globale, c'est quand même compliqué. Alors, si vous voulez dire qu'il n'est pas bio-inspiré, c'est quand même gonflé. Parce que regardez le bec, regardez le regard. Regardez, oui, de quel regard il vous regarde le B2. Et si vous regardez par rapport à l'oiseau, le faucon là, qui est au-dessus, eh bien regardez. Alors le faucon, il a en plus une botte secrète. C'est qu'il peut être en configuration standard quand il met sa queue de manière active. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le faucon a une force extraordinaire par rapport au B2, c'est qu'il peut même faire de l'atterrissage fixe. Et oui, il n'a pas besoin d'une piste de 3000 mètres.
Et oui, donc il est encore beaucoup plus fort. Puis on va voir aussi qu'il est recyclable, le Faucon. Alors que, oui. Alors on va voir comment on est capable de recycler le B2. Bon, alors il y a des projets d'ailes volantes que vous voyez là. C'est un démonstrateur Boeing qui fait 8 mètres d'envergure, donc qui est ce que j'avais mis sur la couverture tout à l'heure, hein, sur la toute première page. Vous voyez, c'est quand même un truc assez costaud, mais c'est du classique, hein, c'est du kérosène. Il y a des dérives, ce n'est pas une vraie aile volante. Oh, excusez-moi de le dire comme ça, petit bras. Parce que la vraie n'a pas de dérive. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui vont contester, et j'aime ça, donc c'est très bien. Il n'y a pas de dérive, pourquoi? Parce que pour le vent latéral, quand vous n'avez pas de dérive, et c'est quand même fantastique, ça, vous vous rendez compte, on va pouvoir se poser. Alors évidemment, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dérive, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de dérive. Et donc il va falloir se débrouiller. Par contre, Boeing a fait une très grosse erreur, c'est-à-dire qu'ils ont aménagé ce fuselage comme cet amphithéâtre, c'est-à-dire des sièges les uns derrière les autres. Est-ce que vous pensez que vous resteriez 40 heures assis, même si on vous raconte des choses passionnantes? Je ne suis pas sûr que vous resteriez 40 heures assis là-dedans, car il va falloir rester 40 heures, car le Mach va descendre. Excusez-moi de vous le dire, la vitesse s'est dépassée. Voilà. On va en parler de ça. Il va falloir utiliser les technologies les plus récentes, donc du carbone, voyez, du carbone, voilà, c'est-à-dire du contreplaqué, hein, de manière le plus comment dirais-je, intégrée possible. Du carbone, voilà, bobinage, collage, oui, ça c'est le Dreamliner. Hein. Alors attention, si on s'y prend mal, ça peut devenir le Nightmare Liner aussi. Mais c'est quand même très intéressant ça. Et alors là, ça commence déjà à ressembler à ce qu'on pourrait proposer comme aile volante. Vous voyez que ça commence à être assez joli. Regarde, c'est pas encore abouti ça, hein, mais il y a de l'idée. Alors l'idée, elle est aussi d'utiliser les courants ascendants, d'utiliser le sol, d'utiliser la nature finalement pour voler. L'idée, elle est aussi d'optimiser un certain nombre de choses. Vous voyez, les entrées d'air dans le bord d'attaque, c'est quelque chose que Northrop maîtrise parfaitement et que le XB-36, qui a gagné le marché des bombardiers américains, maîtrisait parfaitement aussi. Regardez, c'est très joli et ça peut marcher. Après, l'utilisation de l'hydrogène. Alors, il y a aux États-Unis depuis 20 ans un CF6 General Electric qui tourne avec 22 tonnes de poussée au banc avec de l'hydrogène. Il a suffi de réduire la longueur de la chambre de combustion, changer les injecteurs, d'ailleurs en s'inspirant un peu du Vulcain. Je ne suis pas sûr que les Américains copiaient le Vulcain, mais enfin bon, voilà. Et puis, changer aussi la lubrification, parce que le front de flamme n'est quand même pas tout à fait le même, mais enfin, ça tourne très bien. Ça, c'est pour les très grosses puissances, on va dire 10 puissance 8 watts, qui est à peu près la puissance d'un gros réacteur. Pour les petites puissances, faire un drone, par exemple, le drone Mermoz, qui va traverser l'Atlantique, une pile à combustible, c'est très bien. Comme ça. Mais c'est des puissances de l'ordre de quoi? De 1 cheval, 2 chevaux, je parle encore en chevaux, hein, comme les anciens, excusez-moi, quelques chevaux. Et puis entre les deux, je vous donne un scoop. Il y a Félix Wankel qui avait inventé dans les années 50 un moteur rotatif qui marche très mal à l'essence et qui marche très bien à l'hydrogène. Et pour les puissances intermédiaires de l'ordre de 50 jusqu'à 800 chevaux, eh bien, le Wankel avec l'hydrogène, ça peut être une solution. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus, parce que les piles à combustible sur les voitures, ça va coûter cher. Et je vais vous donner un scoop. Il va y avoir des essais en vol où on va tester un réacteur avec de l'hydrogène. Parce que c'est très simple, le réacteur, il tourne déjà au banc depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Alors ça a déjà été fait, pas avec l'hydrogène. Vous voyez que quand la 380 a été lancée, on a pris le plus bel avion du monde de l'époque et on a essayé le moteur de la 380 en nacelle gauche. Et vous voyez que ce très bel avion a servi à essayer pas mal de moteurs, toujours en nacelle intérieure gauche. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est le PW4000, je crois, hein, qui est, ouais, je mélange un peu les numéros, mais Chantal est beaucoup plus experte que moi. Voilà, et on s'en sert donc pour essayer. Et donc, moi, je peux vous dire qu'il est probable, sans être trop futurologue, qu'on va essayer un moteur comme ça. Alors, quelles sont les difficultés à vaincre? L'hydrogène liquide, ça existe dans le spatial depuis longtemps. Je prends l'exemple du réservoir de la navette, mais c'est vrai aussi des tâches principales cryotechniques Ariane 5, etc. Voilà, ce réservoir navette qui est en aluminium-lithium avec une mousse de polyuréthane autour, vous voyez, qui est un gros truc. Mais voilà l'intérieur de ce réservoir navette. Ça ressemble bigrement à un fuselage. Excusez-moi. Hein. Vous avez des cadres et des lisses. Voilà, des cadres et des lisses, et c'est de l'aluminium-lithium. Bon.
Ce n'est pas extraordinaire. Après, il y a des tuyaux de chez tuyaux, hein. Je ne sais pas si vous voyez, pour vider le réservoir d'oxygène là-haut, 45 cm de diamètre, le tuyau là-bas. Mais oui, mais finalement, il n'y a pas de mystère là-dedans. Oui, sauf que ce n'est pas certifié, parce que c'est un vaisseau spatial. Alors, nous, on travaille sur l'hydrogène ici, dans le laboratoire du DMSM de l'ISAE Super-Héros, excusez-moi. Hein. On modélise, là, vous avez ce que j'ai le droit de vous montrer, c'est les modes vibroacoustiques du réservoir Ariane 5, avec l'hydrogène dedans. C'est-à-dire ce sont les modes, pas de la coque avec le fluide. C'est les métamodes, voilà. Et on fait des essais. On fait des essais avec de l'hydrogène? Non. On fait des essais avec un matériau qui a la même densité que l'hydrogène, la même compressibilité que l'hydrogène et le même taux d'amortissement. Alors, au niveau du taux d'amortissement, honnêtement, on amortit un peu trop. Mais pour les deux autres paramètres, on est bon. Et donc, on a un matériau granulaire. Alors, le problème de l'hydrogène, où est-il? Il est qu'il est trop léger. Désolé, mais il est trop léger. Il est 14 fois plus léger que l'eau. Et à énergie égale, il prend 4 fois plus de volume que le kérosène. Par contre, à masse égale, il donne 3 fois plus d'énergie que le kérosène. Voilà. Et là, vous avez tous les chiffres. 14 fois plus léger que l'eau, 4 fois plus de volume que le kérosène à énergie égale et 3 fois moins de masse que le kérosène. Le problème, c'est les réservoirs. C'est la technologie, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en dehors de la légèreté, il a le problème de sa température. Alors, ça va jeter un froid, puisque c'est moins 252 degrés, sous forme liquide. Hein, parce qu'on va pas parler de l'hydrogène sous pression à 800 bars, ça je m'y refuse dans un avion. Et puis il y a les hydrures aussi. Mais les hydrures, pour les voitures, ce sera sûrement intéressant, mais pas dans un avion de ligne. Bon. Donc, il y a la température à moins 252 et surtout la fugacité. Le fait que l'hydrogène passe à travers tous les matériaux et font de l'embrittlement, c'est-à-dire de la fragilisation du matériau quand il le traverse. Outre le fait qu'il ne faut pas fumer à côté parce que l'hydrogène traverse, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il modifie les matériaux. Et donc, on étudie d'un point de vue dynamique l'hydrogène, d'un point de vue chimique, il y a encore beaucoup de boulot. Alors, on peut maintenant se prendre à rêver et dresser le portrait robot d'une aile volante telle qu'elle pourrait être à Mach 0,6. Ah oui, parce que je prétends, moi, qu'on va voler moins vite. À Mach 0,6, voire moins si affinité. Et donc, avec une cabine centrale qui ressemblera un peu à cet amphi, mais beaucoup plus grand, voilà, 800 places. Et puis, les réservoirs d'hydrogène, à peu près 1000 m3 de chaque côté, pour assurer quand même 5 ou 6 000 km d'autonomie. Alors, une soute avec la propulsion et, peut-être un peu petite sur ce dessin, la propulsion et les trains d'atterrissage. Et puis, on peut imaginer qu'on vole en effet de sol. Alors ça, c'est une chose qui a existé beaucoup dans l'histoire. Voilà, le plus grand avion qui ait jamais volé en envergure avant que celui de Paul Allen, là, comment il s'appelle, le Stratolaunch, vole 97 mètres. Voilà, c'est l'avion de Howard Hughes, le Spruce Goose, qui volait en effet de sol. Bon, volait comme Clément Ader, quoi. Voilà. En fait, il volait comme Clément Ader. Et du coup, vous utilisez le coin d'air. Vous avez une finesse qui est très, très augmentée. Je le dis pour les élèves de super-héros. Est-ce que vous avez remarqué qu'un avion, un A320 qui atterrit, sa finesse au moment de l'atterrissage est extraordinaire. Et pourtant, il a tout sorti, les volets, le train. Mais il y a l'effet de sol qui fait que d'une certaine façon, l'avion refuse le sol. J'exagère. Hein. Et donc, qui augmente la finesse, mais énormément. Alors, on peut se prendre à rêver et penser à un nouveau paradigme du vol, qui serait en réalité un bateau qui vole. Enfin, un bateau qui vole, enfin, j'exagère. Mais où le but ne serait pas uniquement d'aller du point A au point B, mais de vivre à bord de l'avion. Alors, ce n'est pas si nouveau que ça. Vous savez où ça a été pris, ça? C'est dans le Junkers 38 de tout à l'heure. Ça n'est pas dans un train, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, on dirait les vieux trains, vous savez, mais c'est dans l'avion, dans le Junkers 38 de tout à l'heure. Dans le même Junkers 38, des familles. Regardez, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est le Boeing 314. C'est le premier avion qui a traversé l'Atlantique avec des passagers. En août 1939. Alors, le problème, c'est qu'en septembre 1939, il s'est passé des choses qui ont fait que cet événement extraordinaire, qui était la première ligne Le Havre-New York, aérienne, est passé totalement inaperçu parce qu'il y a eu la déclaration de guerre, évidemment. Donc, ça a été un peu... Mais c'est un avion extraordinaire. Regardez comment il est aménagé. C'est fabuleux. Vous avez des salons. Vous ne voyagez pas là. Vous vivez dans un bateau. Excusez-moi, mais vous pouvez aller vous faire couper les cheveux. Donc, j'exagère un peu, mais en tout cas, vous pouvez au moins discuter avec les gens. Vous pouvez aller boire un café. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Et il y a un petit peu du bateau là-dedans. Bon, alors, le vieux rêve du dirigeable. Ça, c'est le Saro Princess. C'est le plus grand hydravion
civil qui n'est jamais volé, 3 exemplaires, malheureusement à la ferraille, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors regardez, pareil, c'est un aménagement de type salon. Ça, c'est un super Constellation, Lockheed. Voilà, ben, vous voyez qu'on ne se croirait pas vraiment dans un avion, on se croirait plutôt dans un train, et dans un train quand même relativement de luxe. Alors, prenons-nous à rêver. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, là, j'ai un problème avec là. Voilà. Ça, c'est un avion absolument fabuleux, qui est une étape essentielle vers l'aile volante, parce qu'on peut se prendre à rêver, non plus d'aller du point A au point B, mais de vivre dans l'avion. Alors, on peut imaginer effectivement d'y vivre, d'y habiter. Ça a volé. Hein. Ça aussi, ça a volé. C'est quand même assez fabuleux. Bon, c'est un peu pixelisé, mais les photos ne sont pas extraordinaires. Mais voilà, attendez. Après, il faut être un peu riche pour avoir ce genre d'avion. Mais Boeing vient de sortir aujourd'hui la toute dernière version du 747, qui est le VVIP, c'est-à-dire vraiment le 700. Là aussi, il faut avoir les moyens quand même. Hein. Mais qui est l'avion d'affaires. Bon. Alors voilà. Alors l'aspect esthétique, excusez-moi, je n'ai pas résisté. J'ai pas résisté. La compagnie qui adopterait ces couleurs et cette esthétique aurait un certain succès, à mon avis. Voilà. Et on peut aller plus loin, car l'enjeu environnemental est considérable. Il faudrait concevoir les structures pour récupérer les matériaux. Ça, c'est Chantal, qui est la déesse de la récupération des matériaux. Mais on peut imaginer plusieurs récupérations. Si vous avez de l'aluminium, vous allez fondre l'aluminium, vous en faites des petites cuillères. Très bien. Avec le carbone, c'est plus difficile. Voilà. Alors, un avion tout en carbone, qui n'est pas un pharaon, c'est quand même compliqué à récupérer, sauf s'il est conçu dès le départ pour ça. Et que ce n'est pas seulement les matériaux qu'on récupère, mais les structures. Je tiens beaucoup aux structures, vous l'avez remarqué. Et donc, ici, vous avez un bricoleur de génie, pour être russe celui-là, qui a récupéré un DC-3 et qui en a fait un camping-car. Je trouve ça fabuleux. Fabuleux, mais le DC-3 n'avait pas été conçu pour ça. S'il l'avait été, on aurait fait encore mieux. Alors, on va faire encore mieux. Évidemment, on va faire encore mieux. Vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà, vous voyez ce que c'est, ça? C'est un B2. L'aménagement intérieur, entre parenthèses, il faudra le regarder, c'est quand même assez sioux. Hein, bon. Quand les B2 vont se retirer, soit vous les mettez au cimetière, à Tucson, soit vous pouvez les réutiliser. Mais attendez, mais vous avez une aérodynamique extraordinaire. Là, vous avez 3 B2, 6 demi-B2, ça fait 3 B2. Et vous pouvez même mettre des choses à l'intérieur. Et alors, vous avez une isolation thermique là-dedans, mais qui est absolument fantastique. Si en plus c'était des B2 à hydrogène, alors là, ce serait encore fantastique. Alors, prenons maintenant le projet Boeing. Là, vous avez eu plein de projets Boeing d'ailes volantes. Vous voyez, celle qui est à droite, la bleue, là, j'imagine que j'en récupère quelques-unes et je fais pareil. Alors, bien sûr, là, je rêve un peu. Mais vous savez, ce n'est pas forcément stupide parce que il y a des gens qui utilisent de plus en plus les moyens aériens pour soulager la machine du bateau, lequel bateau pourrait d'ailleurs fonctionner à l'hydrogène aussi, hein, au passage. Enfin bon. Voilà. Alors, récupérer les structures, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est un P-38 avec un réservoir. Le gars, il s'est fait sa petite voiture. Bon. Vous savez que ça, c'est la première Vespa, 1946. Eh bien, c'est les roues des Piper. Les roues que vous avez là, il y avait des stocks américains en nombre énorme après la Seconde Guerre mondiale, parce que les Américains ne font pas les choses à moitié, donc il y avait des milliers et des milliers de roues. Il y a des gens chez Piaggio qui ont eu l'idée de faire une petite moto avec ça. C'est tout simple, mais ça donne une deuxième vie au système. Ça, c'est une maison qui a été faite à partir de la voilure d'un 747, qui ne vole plus, hein, vous l'avez bien compris. Et voilà, mais c'est quand même. Mais là aussi, l'avion n'avait pas. Regardez, c'est un vieux, on le voit à la barre d'équilibrage qui est au bout, c'est un vieux 747. Et voyez la fontaine qui est là, c'est l'entrée d'air de la nacelle. Mais c'est génial, mais c'est absolument génial. Ça donne une deuxième vie. Alors, quand c'est certifié pour voler 100 000 heures et 20 ans, ça va durer 2 siècles là. Évidemment, parce que les conditions de vie sur Terre sont pépères quand même par rapport aux conditions. Et donc, il y a des compagnies de plus en plus qui se forment pour récupérer non pas les matériaux, mais des éléments de structure. Sauf que les avions n'avaient pas été conçus pour ça. Il faudra que l'aile volante soit conçue pour devenir un hôtel, une maison des jeunes et de la culture, un gymnase, un amphithéâtre, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Ça, c'est un réservoir de la fusée N1. La fusée soviétique qui devait aller sur la Lune, bon, qui n'est jamais allée sur la Lune, qui était concurrent de la Saturne V, des réservoirs qui allaient jusqu'à 17 mètres de diamètre. Alors, du point de vue cryogénique, il y a une isolation là-dedans qui est absolument fantastique. Vous chauffez ça en hiver avec une bougie et vous refroidissez en été avec un frigo de camping. Et oui, et oui. Et donc, bon, c'est assez saisissant quand même, toutes les idées qu'on peut développer. Alors voilà. Bon, je voulais juste vous faire réfléchir à toutes ces possibilités. C'est très à la mode maintenant de récupérer les avions pour avoir un peu de place quand même, hein, pour avoir un peu de place. Et du coup, vous pouvez les réaménager en hôtel, en restaurant. Vous voyez, il y a des choses extrêmement jolies. Voilà. Alors maintenant, j'avais dit 45 minutes, on est à 42, alors c'est parfait. Donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je souhaiterais qu'on ait la table ronde. Merci pour votre présentation. On va passer maintenant à table ronde. On va donc avec les deux intervenants qui sont prévus, qui sont Chantal Fualdès et Pierre-Guy Amand. Donc, je vais juste faire une très courte présentation des deux intervenants avant qu'on passe directement au débat. Donc, Pierre-Guy Amand qui travaille aujourd'hui à, je suis désolée, à Airbus Group. Non, Ariane Group. aujourd'hui, je suis désolée. Donc, il a commencé à travailler en 1990 à Airbus. Ensuite, a fait une carrière à partir de 1997 à Safran Group et maintenant, depuis 2016, est directeur des innovations à Ariane Group. Après avoir passé, donc, il a eu différents masters de Cranfield University, Colorado School of Mines et aussi de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Donc, il sera ce soir avec nous, ainsi que Chantal Fualdès, donc deuxième intervenante, qui représente Airbus pour la réglementation avion dans plusieurs conférences européennes comme américaines et qui participe à un groupe de travail en matière de développement des structures composites avec notamment Boeing et Bombardier sous le parrainage de la FAA et de l'EASA, donc l'AFA et l'EASA. Et donc, il sera avec nous aujourd'hui, qui a travaillé sur différents programmes Airbus et qui est à Airbus depuis, a priori, 86. Voilà. Donc, je vais leur donner les micros. Et en fait, on a qui sont là. Je vais allumer les micros et leur donner. Et on a tout de suite, en fait, une première question. Ah non, c'est pas lui. Je vais passer le micro directement à un étudiant qui est dans la salle et qui a une question. Qui piaffe d'impatience. Bonsoir, je suis un étudiant en master spécialisé à Super Héros. Et j'ai une petite question. Très bonne école, hein, très bonne école. Oui, exactement. Donc ma question, c'est pensez-vous qu'un PhD sur l'aile volante à hydrogène, dans son approche architecturale, puisse être pertinent, car il s'agit ici d'une rupture technologique assez importante, où l'intégration des différents éléments tels que la cabine, les réservoirs, requiert une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble est quelque chose que le cursus Super Héros nous fournit. Le problème, c'est de travailler séparément. Et vous avez vu qu'il y a énormément de choses dans l'aile volante. Et il se trouve qu'on a toutes les compétences. Donc, est-ce qu'à votre avis, faire un PhD sur l'architecture d'aile volante, ça peut être pertinent? Je pose la question aux industriels parce que nous, académiques, on ne veut pas le PhD sans les industries. Bonsoir. Oui, ça passe. Un PhD, c'est toujours intéressant parce qu'il y a deux aspects dans un PhD. D'abord, il y a une partie fortement théorique. Et sur l'aspect théorique, si on regarde une aile volante, je pense qu'il y a différentes disciplines qui sont importantes. Donc, il va essayer de montrer un peu cet aspect aérodynamique de stabilité. C'est un monde. Hein. Ça, c'est un vrai sujet, je vais dire.
Après, il y a tout ce qui va être intégration motrice, tout ce qui va être système de propulsion, mais il va y avoir aussi tout ce que l'on trouve autour d'un avion aujourd'hui, tout ce qui est système et intégration des systèmes, que ce soit pour l'aspect des conforts des passagers, mais aussi pour assurer toutes les fonctions de l'avion. Donc, je veux dire, il y a quand même dans cet aspect-là… pour pouvoir le certifier un jour. Oui, voilà. Et puis une orientation à donner, parce que c'est vraiment très vaste en termes de discipline et de compétences sur la partie théorique. Et ensuite, il y a peut-être l'aspect après plus applicatif qu'on trouve dans un PhD. Et donc, c'est là qu'il faut voir un peu quelle part vous pourriez apporter et voir un aspect applicatif. Il faudrait même qu'il y ait des sciences humaines là-dedans. Certainement pour l'aspect des passagers aujourd'hui. Avec Jean Jaurès. Je ne sais pas si c'est Jean Jaurès. Si, sur l'ergonomie. Sur l'ergonomie. Sans voir directement à l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose à voir Plus quand on est en altitude. L'évacuation au sol, c'est très compliqué sur une aile volante. Il faudra sûrement faire appel à des structures pyrotechniques que les militaires maîtrisent parfaitement, mais qu'il va falloir civiliser, si j'ose dire. La navette spatiale avait une écoutille qui était pyrotechnique pour évader. Les avions d'essai, même la 340, tu t'en souviens probablement, la trappe bagage était explosive pour les vols d'essai. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir introduire pour l'évacuation d'un avion où il n'y a pas de hublot. Oui, ça pose quand même des problèmes. Et puis, le crash aussi avec de l'hydrogène, c'est quand même pas simple. Après, le crash avec du kérosène, c'est pas simple non plus. Mais on peut imaginer quand même des solutions très orientées. Peut-être le spatial pourrait nous souffler des choses, là, si je puis me permettre. Alors, juste pour compléter ce que mentionnait Chantal, oui, un PhD sur l'avion, oui, d'ailleurs, ça commence par là, pour avoir vraiment la big picture, si je puis dire, donc et ensuite identifier quels sont les domaines qui seront travaillés, même si on le sait, mais bon, donc c'est même essentiel. Et ensuite, Yves, tu disais donc le spatial, tu disais donc sur les notions de sauvegarde, de pyrotechnie. Oui, donc la pyrotechnie, ça concerne si on parle de vol habité, si on parle de fermer sur la navette, oui, donc les notions de sauvegarde et la notion d'éjection sont maîtrisées aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est également le cas sur les avions d'armes. Donc, Dassault Aviation, sur la pyrotechnie concerne donc l'éjection des verrières et puis également la propulsion donc des sièges éjectables qui sont en général gyrostabilisés. Donc ça, la transposition entre ce qui est maîtrisé dans le transport spatial, si je puis dire, et le transport aérien existe. Ensuite, les modalités d'évacuation de passagers sont quand même à travailler. Puisque comme il y a du boulot là. Voilà. Donc, les astronautes, typiquement, connaissent ça par cœur. Mais c'est un problème de certification, en fin de compte. Oui, bien sûr. Donc, justement, en parlant de certification, on a une question qui est attendez, voilà. N'avez-vous pas peur sur l'aspect certification que ce projet, aussi beau qu'il soit, finisse comme le Concorde, interdit pour cause de certification? Le Concorde n'a pas été interdit pour… Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Concorde a… Monsieur, je lis les questions. Oui, non, bien sûr. Non, alors, il y a un vrai problème quand même sur la certification. C'est qu'en effet, comme tu le dis, Pierre-Guy, il faut passer d'un avion militaire où finalement on vous paye pour monter dedans à un avion civil où vous payez pour monter dedans. Oui, mais ça change énormément le paradigme du vol. C'est-à-dire, pour faire simple, il faut passer d'une sécurité en gros à 10-2 ou 10-3 à une sécurité à 10-7. Voilà. C'est à peu près ça, pour faire un chiffre rond, quoi. Donc, c'est 10 ans de boulot, on peut le dire, pour rendre opérationnel, passer du TRL 3 au TRL 7, c'est 10 ans de boulot. Pour arriver à certifier des technologies qui existent déjà sur les avions d'armes, tu as tout à fait raison, quand on a une verrière qui saute, etc. Sauf que ce n'est pas tout à fait le même problème, parce que les journées portes ouvertes en vol sur l'aile volante, ça risque de poser des problèmes. Donc il va falloir quand même avoir la double sécurité que quand ça saute, ça doit sauter, et quand ça ne doit pas sauter, ça ne doit pas sauter. Excusez-moi, mais avec une probabilité qui n'est pas de 10-2 ou 10-3, et qui est de 10-7.
qui est typique de la sécurité aviation civile. Donc ça, on peut le dire, c'est 10 ans de boulot. Et de commencer par une thèse, nous, on est complètement d'accord, hein, à Super-Héros, évidemment. Commencer par une thèse, ça peut être très intéressant. Puisque vous nous proposez si gentiment qu'on fasse une thèse ensemble, eh bien, écoutez... Non, mais sinon, sur la sécurité, sur le volet sécurité, donc, il ne faut pas non plus aborder d'emblée, comment dire, les problèmes de sauvegarde tels qu'on les maîtrise dans le domaine du transport spatial, parce que sinon, donc, on se fait peur de suite. Hein, donc, je pense que c'est des choses évidemment, qu'il faut avoir en tête, certes, qu'on peut ensuite décliner, mais avec, je dirais, une approche donc, du transport aérien donc, qui n'est pas celle du transport spatial. Hein, qui est spécifique. Ah, on est dans un autre monde, ça c'est clair. Il faut décliner effectivement ce qu'on connaît, donc faire donc ensuite des choses qui ont du sens pour l'opération, je dirais, donc on va dire commerciale. Mais le problème, c'est que la cryogénie, les seuls opérateurs à grande échelle, ils sont dans le spatial aujourd'hui. Oui, bien sûr, absolument. Petite question sur la cryogénie. Quelqu'un a-t-il quantifié la problématique liée à votre choix de stocker l'hydrogène en cryogénie, et étant donné, parce que l'automobile a choisi plutôt un stockage à haute pression? Vas-y. Ok, alors, l'automobile. L'hydrogène dans l'automobile, effectivement, ça existe depuis quelques 2 ou 3 décennies, je pense. La sous-pression, effectivement, puisque donc le stockage d'hydrogène pour une voiture, c'est d'abord une pile à combustible. Une pile à combustible, elle ne reçoit pas de l'hydrogène liquide. Elle reçoit de l'hydrogène sous pression. Donc, c'est tout simplement gazeux, d'accord. Et on comprime pour avoir des réservoirs qui sont je dirais, acceptables pour un véhicule terrestre. Bon. L'hydrogène sous forme de cryogénie sur un véhicule spatial, donc on stocke parce que donc les volumes donc, sont raisonnables donc, lorsque l'hydrogène, la molécule, est stockée sous forme liquide. On le rappelait Yves durant son keynote, là, donc, avec des réservoirs qui soient acceptables. Sur Ariane 5, de mémoire, on doit être à un diamètre de 5 mètres 40. 5 mètres 40. Et on doit avoir, je dirais, 140 tonnes d'ergol liquide, avec, je dirais, donc une quarantaine d'hydrogène liquide, et le reste, c'est de l'oxygène liquide. Donc, c'est pour avoir un véhicule assez compact. C'est pour ça que sur un avion, on n'imagine pas avoir un avion qui puisse avoir de l'hydrogène sous pression, qui, par ailleurs, pose aussi des problèmes de sécurité. Mais la certification, si je puis dire, je ne sais pas comment, si on le dit comme ça dans le domaine automobile, certification de réservoir sous pression est aujourd'hui donc maîtrisée. À petite échelle, parce que tout dépend du volume. À l'échelle, donc, oui, parce qu'un volume important à 700 bars, il faut quand même faire attention. Quoi. Voilà. Donc, on parle de quelques kilowatts pour la pile. Effectivement, les ordres de grandeur sur un avion, encore plus sur une fusée, donc on parle de mégawatts. Alors, il y a peut-être quand même une piste intéressante qui sont les hydrures, la métallurgie des poudres. Alors, ouais, mais il y a des gens qui travaillent à l'école des mines là, actuellement. Les mines sont assez branchées sur l'hydrogène pour 2 choses, les poudres et le stockage souterrain aussi. Parce que ça fait longtemps que les écoles des mines ne sont plus dans des mines souterraines, sauf que les cavités souterraines qui sont disponibles, elles ont gardé leurs compétences en géologie, pourraient servir pour les énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, à stocker, donc hydrolyser de l'hydrogène et le stocker en sous-sol. Et ça, je ne vais pas en parler. Il y a quand même cette métallurgie des poudres qui est très intéressante parce que le ratio entre la surface, c'est une question de ratio entre la surface et le volume, fait que les molécules peuvent se piquer dans des grains et sous quelques barres, 2-3 barres, comme une bouteille de propane, se piquer dans le grain, ce qui marche comme une éponge. Le problème, c'est que ce sont des nanomatériaux. Et donc, il est qu'en cas d'explosion du réservoir, vous allez avoir une poudre qui va se répandre, qu'il va falloir attraper par des aérogels pour éviter qu'il y ait un problème j'allais dire sanitaire au niveau de ces matériaux-là. Mais il y a un petit espoir quand même sur ces poudres pour les voitures. C'est vrai. Donc, je te parlais donc d'école de mine, le CEA. Le CEA maîtrise ça aussi, maîtrise à petite échelle pour des applications, je dirais, de type automobile.
Sinon, donc, il y a des industriels, je crois même ici en Occitanie, qui s'appellent McPhee, je crois, mais j'en suis pas sûr, qui maîtrisent ça avec des dihydrures, comme je mentionnais, donc, qui sont réversibles, en plus, mais qui sont maîtrisés pour des applications, je dirais, de piles à combustible, donc qui produisent donc de l'hydrogène pour alimenter une pile, mais pour des applications qu'on appelle stationnaires, c'est-à-dire au sol, pour alimenter donc, des bâtiments. Continue. Donc, de façon continue. Mes hydrures, je dirais, il y a là, pour le coup, des PhD, là, il en faut, hein, parce que pour avoir effectivement, pour avoir des solutions qui soient embarquables sur un véhicule terrestre, voire dans un avion, c'est comment dire, c'est assez, comment dire, pour l'instant, on est quand même loin du compte, puisque c'est une chimie qui est inorganique, bon, c'est maîtrisé, c'est des terres rares. Bon. C'est clair que sur l'avion, c'est bien l'hydrogène liquide qui est la solution, hein. Ou le méthane. On a une question maintenant un peu plus effet de serre. La question est, est-ce qu'on ne résout pas un problème, le CO2, en créant un autre, l'H2O? Au contraire, comme on dit en anglais. C'est en anglais. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la fin de la question, pardon. Je peux lire tout peut-être. On parle de décarbonation, mais le problème à résoudre n'est-il pas la réduction des gaz à effet de serre? H2 plus 1,5 de O2 donne H2O, qui est un gaz à effet de serre plutôt efficace à l'altitude de croisière. Eh bien voilà, à l'altitude de croisière. Donc il ne va plus falloir voler à la même altitude. Si on ne change rien, on ne changera rien, ça c'est sûr. Excusez-moi, mais M. de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Donc, en effet, si on continue à voler à la même altitude, et si on vole à d'autres altitudes, on va diminuer l'effet de serre. Au contraire, et on va avoir un impact de température négatif. Alors, les gens ne sont pas contents quand je dis ça, parce que ce n'est pas possible qu'un avion ait un impact négatif. Eh bien, si. Eh bien, si, parce qu'on va augmenter l'albédo de la Terre. Oui, si vous regardez Tintin, par exemple, Hergé, quand il a représenté la Terre dans On a marché sur la Lune, il s'est complètement trompé, on ne voit pas de nuages. La Terre, elle est bleue et blanche. Vous l'avez remarqué, il y a énormément de nuages et ces nuages augmentent. Alors, ça dépend de l'altitude à laquelle ils sont. Il y a une partie effet de serre et une partie albédo. Et il y a des altitudes optimisées et il faut être suffisamment sioux pour arriver à… Et justement, mon petit dessin à l'origine, il y avait un petit clin d'œil à ça. Pour arriver à mettre les altitudes soit très bas, soit très haut, pour arriver à avoir justement cet effet qui augmente l'albédo de la Terre. Donc, non seulement on ne va pas augmenter l'effet de serre, mais on va avoir un effet bénéfique. Voilà. Merci. Ensuite, on a des questions. Donc là, c'était une question qui a été posée pendant votre conférence. Quel est le vrai bénéfice de l'effet de sol face à la faible densité de l'air en altitude? Non, alors, soyons clairs, ce n'est pas un avion qu'on fait là, c'est un bateau. Mais je ne vous mène pas en bateau, là. Hein. C'est juste… Non, mais il faut changer notre façon de voir le voyage. Voilà. Et il faut accepter, moi, vous savez, hein, si la direction de Super Héros m'envoyait en bateau aux États-Unis, de temps en temps, je ne dirais pas non. Hein, je ferais, voilà. Il va falloir utiliser l'avion comme un moyen de vivre avec, je vous dis, un salon de coiffure, un centre de fitness, la piscine, il faut y renoncer. Bon, je suis bien d'accord. Non, pas, non, encore moins. Mais quand même, un certain nombre de choses, une cafétéria, un peu comme dans le train. Vous savez, quand on voyage dans le train, excusez-moi, à Super Héros, je fais de la pub pour le train, mais c'est très agréable de voyager dans le train. D'abord, vous avez le droit de parler aux gens dans le train. Ça, c'est quand même une chose extraordinaire. Quand vous êtes dans un carré, autrefois, on avait les compartiments, on pouvait discuter, on pouvait même jouer aux cartes, enfin, on pouvait discuter avec les gens. Ensuite, on peut aller boire un café. Mais oui. Et il y a même des espaces pour les enfants. Des fois, une fois, ma fille, j'ai eu du mal à la faire sortir du train. Elle avait 4 ans. Elle avait trouvé en Suisse, dans un train suisse, un toboggan. Et elle trouvait le voyage trop court. Alors, oui, trouver le voyage trop court, ça, c'est vraiment le succès extraordinaire. Et je pense qu'il va falloir inventer cet avion-là. Alors, soit l'avion qui vole haut et qui va continuer à voler comme le nôtre, mais plus haut pour des questions d'effet de serre, soit l'avion qui vole très bas. Et alors, très bas, pourquoi c'est intéressant? Parce que, si vous voulez, vous allez bénéficier de la portance normale sur l'extrado et vous allez bénéficier d'un effet, vous trichez en utilisant la présence du sol, tout simplement. Et vous allez arriver à gagner en finesse 30, 40, 50%. On a fait des calculs dans un des papiers que j'ai publié récemment. Là. Si vous divisez, vous acceptez de voler à 300 km/h. Ce n'est pas beaucoup. Mais vous savez, 300 km/h, vous traversez l'Atlantique, faites un calcul, vous mettez 20 heures, vous mettez un truc comme ça pour traverser. Et alors,
Et alors, si c'est 20 heures à discuter entre nous, et ben oui, si vous êtes en mission, vous allez continuer à travailler, mais pas travailler sur un écran comme ça. Travailler sur un bureau, à discuter entre nous, à faire la vie, quoi, la vie. Voilà. Et donc là, on peut montrer que vous divisez la consommation énergétique. Les aérodynamiciens ne sont pas contents quand je dis ça, mais on la divise par 16. Bon, pas mal quand même. Mais vous savez, même avec la 320, excusez-moi, mais vous réduiriez le Mach simplement de 0,82 à 0,72. Vous savez, sur un Paris-Toulouse, ça ferait 3-4 minutes de plus. Hein, par rapport au temps qu'on perd sur la rocade, sur la sécurité, sur le fait de monter dans l'avion, de descendre de l'avion, zéro. C'est zéro. Et la consommation, ça ferait 10 à 15% de moins. Et 15% de moins. Rendez compte, même un peu plus. Ce serait même entre 15 et 20. Voilà. Donc, c'est ce genre de piste qu'il faut explorer, repenser le vol lui-même, à mon avis, hein, et avoir la capacité. Et alors, tout ce qui se fait dans le spatial pour vivre 6 mois dans une station orbitale, dans une boîte de conserve, ben, ça peut être intéressant, justement, de voir comment on est capable, alors pas à refaire l'ISS dans un avion, hein, parce que ce serait quand même compliqué, hein, mais au contraire, faire l'avion dans l'ISS, c'est-à-dire faire en sorte que ce confort et ce bien-être, eh ben, on puisse l'exporter. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu bavard. Voilà, on a ensuite une question qui s'adresse peut-être plutôt à Chantal Fualdès sur, alors, quel est l'impact de la crise du transport aérien actuel sur la capacité des industriels à investir dans la recherche à long terme sur des technologies très disruptives telles que celle-ci? Technologie comment? Disruptive. La capacité des industriels, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le plan de relance, il y a quand même un intérêt fort qui est manifesté par rapport à cette décarbonisation. Alors, la part des industriels, je peux pas en parler. Aujourd'hui, je sais qu'on fait des choses et on a des équipes, on a investi énormément de compétences, on regarde tout azimut, hein, donc c'est énormément de travail et de compétences à développer. Donc, c'est aujourd'hui un projet qui prend forme. Donc, on ne peut pas parler de chiffres, je ne les connais pas, mais je vois sur le terrain les équipes qui se mobilisent et l'intérêt fort qu'on a et l'investissement qu'on y met aussi. Donc, je pense qu'on est en train de passer à l'étape de la réalité. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu le travail de tout le monde qui fera que ce sera un succès parce qu'il y a énormément de travail à faire, un chantier énorme et des défis à relever. Donc, c'est là où il faut s'appuyer sur des technologies. Ces technologies-là, il faut les maturer. Et donc, ce que Yves dit en parlant de TRL, est-ce qu'on va être à TRL 6 dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, voilà. Mais les dés sont jetés, hein, et aujourd'hui, il faudra le travail de tout le monde. Et je pense que l'amphi qui est en face de moi, là, et tous autant que vous êtes, hein, je pense que vous avez votre partie à jouer, hein, et ça touche tout. Tous les domaines aujourd'hui doivent se renforcer de façon à intégrer cette technologie-là dans les avions. Vas-y. Oui, effectivement. Et puis, j'irais même par-delà le thème de ce soir, l'avion hydrogène, pour le volet donc, technologie disruptive. Oui, effectivement, donc devant nous, il faut dans le domaine aérospatial, mais pas que, mais aérospatial ce soir, super héros, il y a une variété de domaines assez extraordinaires sur lesquels donc des technologies radicales, sur lesquelles donc l'Europe doit faire preuve, je dirais, doit être non pas un follower, mais doit être un leader d'opinion dans plein de domaines, donc notamment sur l'avion hydrogène, mais pas que. Et donc, vous, jeunes, futurs ingénieurs, effectivement, c'est une période, en principe, passionnante qui vous attend, quoi. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les industriels, au sens large, investissent donc dans ce domaine. Il faut accélérer. Voilà. Et moi, je voudrais quand même tordre le cou à un mythe. La décarbonation, il y a ceux qui la font et qui n'en parlent pas, et il y a ceux qui en parlent et qui n'en font pas. Alors, vous avez ici 3 acteurs qui la font depuis 40 ans.
Et il était bon qu'on en parle ce soir. Voilà. Parce que, mais si, on se connaît depuis 30 ans, Chantal. On se connaît depuis un peu moins longtemps, mais de toute façon, on partage le même combat. À chaque fois qu'on allège les structures, à chaque fois qu'on fait un avion, un A320, alors ça dépend comment on compte, mais ça vole quand même à 850 km/h et ça consomme 2 litres au 100 par passager. Je vous mets au défi de trouver quelques véhicules que ce soit qui soient aussi performants que ça. Je vous mets vraiment au défi. Et en particulier, les solutions qui sont proposées par des gugus qui veulent qu'on arrête, qu'on accordéonise la circulation, etc., etc., c'est souvent les gens qui prêchent la décarbonation qui font le plus de carbone. Parce que souvent, grâce à eux, on rouvre des centrales au charbon. Excusez-moi, belle opération, c'est magnifique. On fait des embouteillages absolument monstrueux parce qu'on ne veut plus que les voitures roulent et elles sont beaucoup plus polluantes. Mais oui, mais évidemment. Donc, j'en profite pour dire, et ça c'est un cri syndical que je pousse, je dis bien syndical, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on y travaille à la décarbonation et on s'est tu jusque-là, mais maintenant on va le dire, qu'on y travaille depuis 40 ans et qu'on continue. Alors, on change de vitesse, il y a des choses qui se font, mais il ne faut pas croire qu'on n'a rien fait. Au contraire, ça a été notre ambition depuis toujours. Voilà, je tiens à le dire quand même parce que ça devient très agaçant, les gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais qui font rien. Nous, on fait et on dit rien. Enfin, si, maintenant, on dit, justement. Excusez-moi. Non, mais c'est certain qu'on peut voir récemment sur Toulouse a volé quand même, et tu l'as mentionné, un des premiers avions motorisés avec de l'huile de récupération. Je pense qu'il y a quand même des événements qui font que, je veux dire, dans l'aéronautique, on est trop modeste. On tire la technologie. Je pense qu'on tire la technologie parce qu'on a des défis à relever qui sont des défis de la masse. Alors voilà. Plus vous allégez votre avion, moins il va consommer. C'est évident qu'on a en fait un aspect au niveau du range et de la distance à parcourir, mais ça fait partie quand même d'un aspect, la masse, l'aérodynamique. Et on a un devoir d'exemplarité qui va tirer. Alors écoutez, on représente à peu près 2,5% effectivement de la production de carbone dans le monde. Bon. L'agriculture, c'est 38%. Oui, mais c'est très bien parce qu'il faut manger quand même. Il faut manger, mais il faut aussi se déplacer parce que si on ne se déplace pas, on va mourir. Ne pas se déplacer, ça s'appelle la mort biologiquement. Bon. Et oui, je sais ce que je dis, j'enseigne la biologie à Paul Sabatier, enfin la biophysique. Alors, on a cet effet d'entraînement qui est fondamental, que si nous, on démontre des choses, le reste des secteurs va suivre. Et donc, il y a un effet levier démultiplicateur que ces 2,5%, s'ils résonnent, au sens, vous écrivez raisonner comme vous voulez d'ailleurs, dans les 38% de l'agriculture ou dans le transport terrestre, etc., mais il y a un effet démultiplicateur énorme. Donc, on a ce devoir, et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Voilà. Si. Oui, donc pour la suite, j'ai juste deux petites remarques. N'hésitez pas à lever la main dans l'amphi si vous avez des questions. Je peux aussi vous apporter le micro. Et ensuite, Chantal, il faut vraiment, s'il vous plaît, que vous parliez plus proche du micro. Ils vous entendent mal en ligne. Voilà. Et sinon, désolée. Et pour revenir sur les questions, donc là, on a pas mal de questions en fait sur les enjeux. Donc, je peux vous en lire, mais elles se répètent, elles se recroisent les unes et les autres. Je suis désolée. Voilà. Quels sont les challenges liés à l'infrastructure et la distribution d'hydrogène? Existe-t-il des solutions viables à l'étude? Ok, effectivement, donc ce qu'on appelle en bon français la supply chain de l'hydrogène. Donc, effectivement, donc, il y a des choses qui sont pas, et même par-delà donc, le domaine aéronautique et spatial, qui est un petit consommateur, si je puis dire. L'aéronautique telle qu'on verrait dans une vingtaine d'années. Mais donc oui, effectivement, donc sur l'hydrogène, donc il y a des travaux qui sont faits depuis quelques années, donc de par le monde. D'une part, donc savoir produire un hydrogène, parce que l'hydrogène on le produit, donc à partir des éléments fossiles, mais de produire un hydrogène vert, c'est essentiel pour effectivement si on parle du transport aérien. Ça commence par là.
Donc ça, oui, donc il y a différents acteurs, de grands acteurs donc, qui sont dans le domaine. Hein. Si ce n'est qu'en France, Air Liquide notamment, Linde en Allemagne, Air Products donc en Grande-Bretagne, pour ne citer que cela. Et évidemment, avec tout le corps académique derrière. Hein. Donc ça, c'est à l'étude. Tout n'est pas... Alors, on sait comment le faire, on a différentes sources pour y répondre. Ensuite, maintenant, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle la massification. Donc pour le produire donc, à des échelles, si on parle du domaine spatial, je dirais que ce n'est pas très compliqué dans la mesure où on a tous les éléments pour un besoin qui reste malgré tout modeste. Bon. Donc maintenant, si on parle de massification d'hydrogène, effectivement, donc c'est ça l'enjeu qu'il y a devant nous. Encore une fois, par-delà du transport aérien, de la maîtrise de l'hydrogène liquide d'abord. Et ensuite, donc, il y a les technologies qui en aval de la supply chain, enfin un peu plus en aval, donc, qui sont donc la liquéfaction, les liquéfacteurs, donc là, l'ensemble, je dirais, des grandes régions du monde du travail, que ce soit les Japonais, que ce soit donc, nous donc, en France. Donc, il y a différentes étapes qui sont travaillées. Ça fait partie également, tout à l'heure, c'est Chantal ou toi, Yves, qui l'évoquait, ça fait partie également du plan de relance aussi. Que ce soit donc, notamment pour le coup un axe franco-allemand. L'Allemagne travaille également beaucoup dessus. Si on parle de l'Allemagne donc a un souci. Tout à l'heure, tu parlais donc de l'origine de l'électricité, d'accord. Donc l'Allemagne donc est moins bien placée que la France. La France ayant un parc électronucléaire donc qui est installé, et ce qui fait que l'hydrogène qui en sort, enfin si on se branche sur une prise, il sortira. Si on parle donc d'électrolyseur, il sortira plus vert, je dirais, que dans d'autres régions d'Europe. Donc, il y a tout ça qui doit être embrassé, effectivement, pour faire le bilan du cycle de vie global, également, et jusqu'à sa réutilisation, donc jusqu'à... Bon. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont travaillées, les différents feuilles de route et plans existent, d'accord, et donc les nations se mobilisent là-dessus, effectivement. Oui, et d'ailleurs, l'Air Liquide, la semaine dernière, vient de mettre en service une centrale qui marche comme une pile à combustible inversée. Dans une pile à combustible, il y a deux éléments. Oui, je n'ai pas besoin de deux micros, je ne sais pas pourquoi. Mais on est redondant dans l'aéronautique. Hein, on est redondant dans l'aéronautique. Très bien, Yves. Une pile à combustible, il y a deux gros problèmes. Il faut un catalyseur et une membrane. Bon. Et ça peut marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, si on rentre de l'électricité là-dedans, récupérer de l'hydrogène. Et donc, Air Liquide vient de mettre en service une centrale, donc avec de l'électricité verte, de l'électricité solaire, fabriquer de l'hydrogène à partir de ce genre de choses. C'est un peu plus efficace que l'électrolyse directe. Voilà, parce qu'il y a l'électrolyse. Mais comme tu le disais, le cycle n'est pas simple. Il faut liquéfier. C'est 14% du pouvoir calorifique de l'hydrogène, rien que la liquéfaction. Et oui, donc c'est la TVA. Voilà, il faut payer la TVA pour liquéfier. Puis après, une fois que c'est liquéfié, pour le conserver, c'est quand même, c'est pas immédiat. Donc tout ça, c'est pas immédiat. Mais l'essence, au début, c'était pas immédiat non plus. Et force est de reconnaître que ça s'est répandu. Et que c'est toujours dangereux, l'essence. Il y a encore eu un accident récemment avec l'aviation légère. Un gars qui utilisait son téléphone portable en faisant le plein avec de la 100 ml. Et on l'oublie, mais... Et donc après, il y a l'aspect, on va dire, plutôt fonctionnement au sein de l'aéronef, donc oui. Tout ce qui va être la distribution, la ségrégation. Là, le spatial a une longueur d'avance. Ils ont des pompes, voilà. ils ont quand même... il y a cet aspect-là où il y a aussi à reconstruire aussi la réglementation. Les pompes cryogéniques, ce n'est pas simple quand même. Hein. Et d'ailleurs, le moteur Wankel, au passage, j'en profite pour en redire un mot du moteur Wankel, qui fonctionne très bien à l'hydrogène. À l'origine, c'était une pompe. Félix Wankel l'avait certifié comme un compresseur. Et on peut imaginer des pompes à hydrogène basées sur le moteur Wankel inversé. Voilà. Non, mais effectivement, enfin, pour compléter ce que disait Chantal, ensuite à bord, donc on a abordé la question par la supply chain de la molécule. Ensuite, à bord, effectivement, les synergies donc, immédiates avec le transport spatial, c'est effectivement dans le stockage, donc liquide et hydrogène, dans sa distribution,
et dans l'alimentation ensuite de la turbine, donc du moteur. Sachant que je pense que Yves donc, l'a abordé durant son keynote speech, effectivement, le fonctionnement d'un moteur, d'une turbine aéronautique telle qu'on la connaît, on saura toujours la faire fonctionner avec donc des hydrogènes gazeux, on pourrait la faire fonctionner avec du méthane, avec du CH4. Voilà, donc l'enjeu est plutôt, je dirais, en amont de la turbine, et ensuite de l'intégration, si tu me permets, l'intégration de l'ensemble sur l'aéronef, et ensuite là, on revient sur le volant, et la boucle architecturale, elle est là, quoi. Donc, et les compétences de super-héros, si j'ose dire. Et le développement de la réglementation associée. Et bien sûr, donc aujourd'hui, la réglementation, c'est aussi un chaud quand même, challenge de ce côté-là. Parce que la grosse différence, effectivement, donc, entre le transport spatial et l'aéronautique, le transport spatial, il n'y a pas de notion de certification comme la FAA, comme le SA, donc il n'y a pas effectivement de notion de certification. C'est nous-mêmes qui nous certifions, c'est-à-dire que nous établissons les règles de qualification et donc de flight worthiness, donc d'aptitude au vol, d'accord, sans avoir de régulateur, de régulateur, donc comme c'est, puisque donc on transporte des passagers, hein, la payload n'est pas la même, hein, donc voilà. C'est-à-dire qu'on a deux aspects à regarder, l'aspect, on va dire, coefficient de sécurité. Donc, et où va-t-il falloir les mettre, aussi bien au niveau du réservoir, du stockage, de la distribution. Ensuite, bien, au niveau d'un avion, il y a quand même un certain nombre de paramètres à regarder, aussi bien de conditions extrêmes d'opération que de conditions extrêmes, on va dire, d'atterrissage. Puis, bon, tout ce qui peut être associé à l'effet de l'environnement aussi. Et il y a aussi le contrat qui est la durée de vie et donc l'aspect maintenabilité, réparabilité et cet aspect, puisqu'on fabrique des avions aujourd'hui pour durer pour 30 ans. Donc, c'est aussi un aspect à regarder par rapport à la différence au niveau de ce qu'on se trouve dans le spatial. Après, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le General Electric, là, il tourne au banc depuis 20 ans, mais il y a déjà des avions qui ont volé avec de l'hydrogène réacteur en Russie. Alors, évidemment, la notion de la certification en Russie n'est pas la même que chez nous. Donc, c'était des avions qui étaient en vol d'essai, etc., mais ça a déjà volé. C'est des militaires. Non. Il y a eu un Ilyushin civil qui a volé, mais sous dérogation, sous WW, quoi. Voilà. Comme Manuel M. Voilà. Donc, j'allais dire au risque de l'opérateur. Bien, bonsoir. Donc là, on a parlé du spatial, on a parlé de l'aéro, et moi, je m'intéresse au maritime. D'ailleurs, je me rappelle une fois quand on s'était croisé avec Yves Gourina, que je lui ai parlé des ailes qu'on allait mettre sur des navires de transport. Donc c'est voilà ce que je m'apprête à faire là en parcours recherche à Super-Héros. Et je me dis, si l'hydrogène, c'est si magnifique que ça, une petite question piège, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas assez, voire pas, quasiment pas dans le maritime, alors que c'est quand même un milieu qui prête moins de contraintes que le spatial ou l'aéro, et qui représente, je crois, 3% des émissions de CO2, donc un peu plus encore que l'aéro. Alors, le maritime, bonne question. Donc, le maritime s'y intéresse. Donc, notamment, il y a, vous ne savez ou pas, donc, il y a notamment en France des syndicats professionnels qui s'appellent donc le GIFAS, le GICAT, le GICAN, d'accord. Et donc, le comité spatial, notamment, est en relation avec le GICAN, bon, de haut niveau. Le GICAN s'intéresse donc, effectivement, à cet hydrogène et à cette production dans le domaine. Pas au même niveau, je dirais, les usages ne sont pas encore complètement définis, arrêtés, donc de leur point de vue, civil, voire militaire, également, voie de défense. Et sachant que, effectivement, donc, en ce qui concerne donc, les émissions, donc, concernant donc, le transport naval, si on peut dire comme ça, sont bien plus importantes, donc, mais alors de très très loin de ce qu'on voit, donc effectivement, si on parle de l'aéronautique ou même du spatial. Donc, le travail commence. Donc, ils ont des approches plutôt dans un premier temps,
ils ont différents horizons. Hein, donc, ils ont une approche en premier temps plutôt sur du gaz liquéfié de type GNL qui existe, hein, donc déjà qui sont en marche. En revanche, c'est une industrie, bon, moi personnellement je connais mal, mais on a déjà, donc, au travers de syndicats, donc on a déjà eu des contacts avec soit des armateurs, ou soit des opérateurs, ou même des designers donc de navires, de grands navires. Mettre de l'hydrogène, à ce stade-là, donc ça oblige, ça oblige ou ça contraint donc à revoir l'architecture. On parle d'architecture tout à l'heure, donc également du navire. Donc les militaires, donc le volet défense, donc s'y intéresse, hein, donc aussi même à stocker de l'hydrogène liquide à bord donc des bateaux, et ensuite donc bateaux qui seraient propulsés par une pile. Donc, donc potentiellement avec, non pas potentiellement, mais avec ensuite donc transformer l'hydrogène liquide d'abord, qui s'est stocké, d'accord, pour les questions de volume, ensuite qui serait donc transformé donc en gaz, comme on ferait sur un avion. Donc ça existe, mais ça n'est pas encore donc de mon point de vue, donc d'ici moins de 5 ans, on va commencer à voir donc des démonstrateurs, en tout cas dans ce domaine-là, pour le domaine maritime, parce que de toute façon, le domaine maritime de toute façon, est un très, très, très gros pollueur. Alors bonjour, je suis également un étudiant en master spécialisé. Ma question, c'est, vu que vous envisagez avec cet avion, enfin cet aéronef, un séjour assez long, je me pose des questions à savoir quelles sont les solutions techniques pour justement régler le problème de tangage pour que le séjour ne soit pas parsemé de secousses et de vibrations assez importantes. C'est le contrôle prédictif généralisé. Ce qu'on fait sur l'Osprey, alors on a accepté un contrat avec Boeing, désolé, hein, sur le V22, où par le contrôle prédictif généralisé, on maîtrise le flottement gyroscopique sur cet avion-là. Alors, on peut imaginer effectivement d'anticiper. Il faut avoir le modèle mathématique voilà, pour anticiper le. Alors, c'est pas rien, hein, mais ces recherches-là se font en parallèle avec le dirigeable. J'en profite pour dire que il y a beaucoup de choses qui bougent avec le dirigeable. Le dirigeable, ce n'était pas l'hydrogène le danger du dirigeable. Tout le monde a le Hindenburg en tête. C'est sûr qu'un dirigeable à hydrogène, vous lui envoyez une balle explosive dedans, c'est sûr qu'il va prendre feu. Bon, c'est ce qui est arrivé au Hindenburg. Mais, oui, probablement. Mais tous ceux qui ont volé à l'hélium se sont cassés la figure pour des questions de structure, de transitoire en dynamique. Et bien, c'est exactement votre question. Et moi, je vous inviterai dans la première aile volante quand on mettra une piste de danse. Parce que, ah mais attends, mais j'y crois à ça. Parce que finalement, si vous êtes là tous alignés en randonnion sur vos sièges dans l'avion, c'est bien gentil, comme on a vu l'aménagement Boeing d'une gaieté toute stalinienne, hein, avec des sièges alignés. On peut imaginer qu'une fois le décollage passé, on rétracte les sièges dans le plancher et puis on est un parquet de danse avec un piano dans un coin, un petit orchestre de jazz. Mais oui, mais oui, mais oui. Et alors là, je suis d'accord avec vous. Mais justement, l'intérêt, c'est que la rafale latérale, dites-moi, s'il n'y a pas d'empennage du tout, et oui, mais justement, vous êtes quand même beaucoup moins sensible. Et si vous avez l'anticipation, alors là, ça demande beaucoup d'analyse, éventuellement avec des lasers à l'extérieur, pour prévoir les turbulences, hein, ce qu'on fait sur les télescopes. Aujourd'hui, on a eu un doctorat là-dessus. On travaille par PhD, désolé, où on anticipe la turbulence atmosphérique dans les kilomètres avec un lidar, hein, dans les kilomètres, voilà. Ben, on peut très bien imaginer que la turbulence soit anticipée. Et moi, je vous inviterai dans 10 ans. Sur une piste de danse, et là, il y a intérêt à ce que ça gigote pas trop quand même. Parce que, voilà. Et donc, on peut l'imaginer. Presque la piscine, mais le problème de la piscine, c'est à l'atterrissage, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Merci. J'ai une question qui revient assez souvent, là je l'ai déjà eu 3 fois, qui est sur les infrastructures, que ce soit pour l'embarquement, débarquement, pour le fret comme pour les passagers.
et les problèmes que ça peut causer vis-à-vis de l'envergure, à quel point il faudra refaire les infrastructures. Et on pense notamment au 1 mètre de l'A380 qui a fini dans le hangar du Bourget. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut prendre les points les uns après les autres. C'est évident que c'est aussi c'est un des sujets à regarder avant, je pense, de regarder plus finement l'aspect architectural, etc. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'on a des normes. Le point majeur, ça va être les normes en termes d'évacuation, hein, puisqu'on doit évacuer en 90 secondes un avion. Donc là, je pense qu'il faut repenser certainement cet aspect de sécurité. Aujourd'hui, l'idée, elle est aussi, au travers de projets comme ça, de faire avancer les technologies. On n'est pas là à trois à avoir la prétention de résoudre tous les problèmes. Hein. Je pense donc là, l'idée, elle est aussi de dire, par rapport à est-ce que ce format-là d'avion peut répondre finalement à certaines problématiques, qui est la première, le volume associé à ce combustible-là. Puisque dans un avion d'architecture traditionnelle, ce sont les ailes qui servent de réservoir. Bon, aujourd'hui, dans les ailes, ce n'est pas possible. La façon dont elles sont structurées, avec les points qui à énoncer en termes de la volatilité de ce combustible. Donc, c'est une autre problématique. Donc, bon, je pense qu'on n'est pas là pour résoudre cet aspect, tous les points. Le point est plus de dire, aujourd'hui, est-ce que finalement cette forme-là peut-elle répondre à finalement un des challenges qui est aussi d'intégrer à bord d'un avion l'hydrogène, voilà, et qui offre du volume. Laurent. Yves a fait référence au 380, qui est un très bel avion sur lequel j'ai travaillé, qui m'a beaucoup plu. Mais cela étant, ce qui l'a tué, c'est simplement que les compagnies n'en voulaient plus. Et pourquoi? Parce que le transport qui se développe, c'est du point à point, c'est plus du hub par hub. Donc, sur cette configuration d'avion, est-ce qu'on peut penser qu'on aura une performance économique suffisante pour faire du point à point? Ou alors, il faudra un nombre de passagers, je ne sais pas combien de pax on va mettre dedans, mais il faudra sûrement un nombre de pax supérieur à ce qu'on a sur un 350 qui fait du point à point, qui est conçu pour. La question, c'est côté compagnie aérienne, quelle va être l'exploitation? Et ensuite, pour rebondir sur ce point-là également, Yves dit effectivement, on va baisser la vitesse. Baisser la vitesse, c'est assez limite parce que les rotations sur une journée, il faut quand même faire, c'est quand il est en vol qu'on vend les billets. Hein. Ce n'est pas effectivement quand qu'il est posé sur le tarmac. Il faut quand même faire un nombre de rotations par jour. Mais justement, s'il vole moins vite, on sera plus longtemps en vol. Certes, mais Yves, on paye pour faire un voyage, donc il faut faire plus de voyages possible. Donc en fait, c'est un nombre de rotations par jour. Non, mais le voyage peut être un but, le trajet peut être un but en soi. Ouais. Écoute, quand tu prends le bateau, excuse-moi, quand tu prends le bateau, tu t'amuses sur la croisière, s'amuse. Oui. Certes, mais tu as quand même moins de gens qui prennent le bateau maintenant que par rapport à l'avion. Oui, mais tu sais, les modes, c'est comme le tango, ça revient. Hein. Certes. Mais tu es sûrement visionnaire, mais je pense que les compagnies aériennes vont quand même être assez réticentes à se dire, tiens, je vais prendre un avion, mais qui fera 20% de rotation en moins par jour. Ah, ça dépend. Là, justement, il faut peut-être, si tu veux, sortir de ce paradigme quantitatif, tu vois. Je serais directement en euros ou en dollars. Oui. Non, mais je pense, comme vous disiez à l'instant, oui, mais je sais, tu me cherches. Chantal le disait, donc effectivement, donc là, on a affaire donc, à une technologie, donc, pour le coup, c'est mentionné, qui est vraiment radicale, disruptive. Donc, on est vraiment dans un domaine orthogonal par rapport à ce qu'on connaît. Tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant, le transport aérien, donc, qui était plutôt régalien dans les années 70, qui est devenu, on va dire, commercial dans les années après, quoi. Et donc, et ça fait quand même 40 ans que c'est un tube et 2 ailes qui font voler les avions avec du kérosène dedans. Bon. Avec le fameux ATA que j'ai connu dans une autre vie, qui sont vraiment donc, des choses qui règlent. Donc là, l'hydrogène, donc, forcément, si on a. Je ne veux pas parler à la place de Chantal, hein, mais si lorsqu'on aborde une technologie donc aussi radicale que celle-ci,
si on a le même jeu de contraintes que, que le tube et les deux ailes, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Mais évidemment. Donc, ce que vous mentionnez, effectivement, c'est essentiel. Il faut que l'ensemble, je dirais, de la supply chain, de la value chain soit embarqué. Je dirais donc ce que Chantal tout à l'heure mentionnait, donc de la certification jusqu'à la supply chain, pour que tout le monde puisse remettre les choses sur la table, parce qu'effectivement, la supply chain, tout à l'heure on a parlé de l'hydrogène, ce n'est pas simple, y compris sur l'aéroport. Ensuite, son management d'Exergol en vol, l'atterrissage, donc la sécurité des vols, le modèle économique effectivement du transport aérien, le COC, tout ça, donc il va bien. Donc c'est sûr. Donc, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul, quoi, hein, et puis regarder. C'est pas simple, hein, mais c'est pour ça que Airbus parle de 2035-2040. Bon, voilà, donc l'horizon est là. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de travail à faire. Donc si tout le monde s'aligne, ça peut le faire, je pense. Mais il faut quitter le jeu de contraintes que l'on a actuellement. Voilà. Parce que sinon, il faut profiter de la crise. Parce que chacune des grandes crises a permis de faire un grand saut. Je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, qui est toute bête. C'est que je vous ai montré le premier avion qui a traversé l'Atlantique avec des passagers, qui était un hydravion. Bon. Et pourquoi un hydravion? Parce qu'il y avait un terrain beaucoup plus long pour décoller, il y avait la sécurité de pouvoir se poser en mer, enfin, il y avait un tas de raisons. Et l'aviation civile, la réaction, a commencé à émerger après la Seconde Guerre mondiale. C'était un sacré changement, c'était une révolution. Il a fallu une guerre pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de la crise, là, justement, pour avoir ce franchissement? Parce qu'il y a aussi les gens qui disent on va continuer pendant 40 ans encore à améliorer la 320. Très bien. Oui, non. Justement, si on fait ça, on ne changera rien. Si on fait ça, on ne changera rien parce qu'on va gratter du pourcent. Edison n'a pas découvert l'ampoule électrique en améliorant la bougie. Et oui. Donc, il y a un moment, il faut changer de… C'est un peu fort, mais bon. Ah, mais je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès, mais… Non, mais je pense que l'un n'exclut de l'autre. Hein, donc, Mais la période n'est pas la même. Ouais, je me permets de couper parce qu'en plus, on ne vous entend pas sans le micro. Donc, on va poser deux petites dernières questions. Comme on avait dit, prévu une fin à 20h30 et puis après, on va conclure. Donc, une question qui est en train d'animer le débat sur la discussion, c'est pourquoi l'hydrogène et pas alors SAF, donc Sustainable Aviation Carburant, enfin, Fuel. Je te laisse répondre, hein, Chantal. Hein. Je pense que c'est avant tout une question de chiffres aujourd'hui. Si on regarde, et Yves l'a souligné, aujourd'hui, on a fait 50% du chemin. On a fait ce fameux 50% du chemin avec l'amélioration des moteurs. Les versions Néo, les moteurs d'aujourd'hui consomment nettement moins et polluent nettement moins que les moteurs d'il y a 20 ans. On a fait une partie du chemin avec tout ce qui est l'aspect amélioration des technologies, hein, et une partie du chemin aussi, il ne faut pas l'oublier, grâce à l'aérodynamique. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, au-dessus de Toulouse, hein, a volé le fameux Blade Project, qui était une voilure laminaire. Donc ça, l'aérodynamique reste quand même un des moteurs, on va dire, en termes d'amélioration de la performance, mais aussi donc de la réduction des émissions de CO2. Et donc, si on veut aller à ce zéro neutral, là, hein, il reste 50% du chemin à faire. Donc, dans les 50% du chemin à faire, c'est sûr que ce qu'on appelle le Sustainable Aviation Fuel va faire une partie du chemin. Une partie du chemin. La technologie va en faire une autre partie. Et donc, dans la technologie, il y a cette partie associée à l'hydrogène. Donc,
toutes les pistes sont regardées. Alors, et je pense qu'on ne va pas aller sur un chemin unique. Il y a une transition à faire, mais aujourd'hui, la marche est partie. On est dans cette avancée-là. Donc, où est le step qui va faire que finalement, cet hydrogène-là va répondre à l'attente sociétale? Aujourd'hui, on est tous autour de la table là pour discuter de ça. C'est qu'il faut réduire nos émissions de CO2. Vous, au quotidien, vous le faites chez vous aussi. Hein. Donc, on se doit de protéger la planète. Et donc, nous, absolument, on se doit, en tant qu'avionneurs, de montrer l'exemple. Et j'ajoute que de montrer l'exemple et de tirer la technologie. Et je pense tout à fait, c'est ce qu'on disait. Si aujourd'hui, c'est les grands industriels en support avec les universitaires et le milieu académique, c'est bien pour tirer les compétences. Et les compétences vont être au service, après, on va dire, des produits d'industriels. Mais il faut développer cette compétence-là. Et j'ajoute que les SAF ne sont pas neutres du tout, parce qu'elles sont faites à partir de cultures, d'agriculture, qui sont énormément consommatrices d'eau. Il faut voir quand même, oui, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi... il y en a beaucoup quand même. Si on a la vision globale, ce n'est pas net cette affaire-là. Alors qu'on est capable de faire de l'hydrogène zéro carbone. Ça, je l'affirme. Et donc, pour la toute dernière question, qui est plus une question sur les certifications, la question est à quel horizon, en fait, c'est envisageable d'avoir une aile volante qui serait certifiée pour le transport aérien public? Non, c'est pour toi. Ah non, là, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas aérodynamique. Moi, je pense que la question, elle est pour Yves. Bon, alors, je vais être clair. On a la chance d'avoir ici une représentante d'Airbus, de Boeing et de la FAA. Et si. Tu es redouté par ces trois-là. Tu es redouté par ces trois-là, on va dire comme ça. Je pense que c'est un programme qui sera global. Comme la Station spatiale internationale, vous savez qu'un des grands mérites de l'ISS, c'est que c'est la plus grande coopération avec le plus grand nombre de pays qui a été faite dans l'histoire. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, je suis convaincu que l'aile volante va nécessiter de faire un truc où chacun utilisera ses compétences au mieux. Alors, donner un chiffre, c'est toujours extrêmement dangereux. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'un réacteur à hydrogène va voler dans les années qui viennent en Europe. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr et certain. Je vais même me mouiller, 2 ou 3 ans. Et je vais même me mouiller, pas loin d'ici. Bon, vous croyez que je ne répondrai pas. Mais bon, après, pour l'aile. Alors, il y a elle et elle. L'aile volante, elle est déjà volante. Le B2, il existe déjà. En fait, c'est pour civiliser le B2. C'est pour apprivoiser le B2. Voilà, en fait, c'est ça qui est difficile. Moi, je dirais qu'il faudra entre 10 et 20 ans. Voilà. Et là, je ne me mouille pas trop. C'est à peu près ce qu'il a fallu après la Seconde Guerre mondiale. Vous regardez bien la Caravelle, premier vol en 1955, 10 ans après la guerre, oui. La Caravelle, premier vol en 1955. Le Comet, 1954. Et le 707, qui a été quand même le premier avion vraiment opérationnel, 1957, par là. Donc, il a fallu 12 ans. Donc, entre 10 et 20 ans, je ne me mouille pas trop. Voilà. J'en suis à peu près convaincu. Ah non, mais ce n'est pas exclusif. Mais ce n'est pas exclusif, absolument. Absolument. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une panoplie, si tu veux. C'est comme les lanceurs. Hein. Il y a des panoplies de lanceurs, excuse-moi, hein, mais il y a Vega, il y a Soyuz et il y a Ariane 5. Aujourd'hui, il y a une panoplie complète. Bon. Non, mais donc, pour faire un parallèle avec le transport spatial, effectivement, donc nous, on a une vision après jusqu'à 2040, et enfin, de l'ordre de grandeur, en tout cas, donc en termes d'usage, en termes de ce que sera le transport spatial demain. Et donc, avec donc, les étapes dont vous parliez, donc avec les SAF, avec l'hybridation, donc propulsion électrique, propulsion donc, thermique, bon, voilà, donc, et chaque grand domaine, donc, on a à peu près donc, cette vision-là qui va forcément évoluer en fonction, je dirais, donc, des besoins, en fonction donc, des technologies. Et ça, je pense que c'est quelque chose que. Effectivement, donc une horizon, il y a 2 grandes étapes hein, pour l'aérospatial. Il y a 10 ans et 20 ans où les choses vont effectivement évoluer. Et donc, pour vous, les élèves ingénieurs, c'est juste une période vraiment donc, fabuleuse. Formidable, quoi, fabuleuse. Fabuleuse. Un mot de la fin, peut-être, Yves Gourina ? Non, merci.
Merci. Merci aussi, surtout. Merci beaucoup aux intervenants. Merci encore Chantal Fedès. Merci encore Pierre Guillamant et Yves Gourina pour cette table ronde et cette présentation autour de l'aile volante. Merci aussi à tous les participants, tant en présentiel dans l'amphithéâtre qu'en ligne. On a vraiment été ravis de pouvoir organiser et vous proposer ce moment d'échange ce soir. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter, le chapitre de Toulouse. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche si vous avez des suggestions de sujets de conférences, d'événements à organiser pour fédérer les alumni. N'hésitez pas. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer le sujet de la prochaine conférence qui se déroulera lors de la journée porte ouverte en octobre prochain, qui sera l'avenir de l'aviation, quels usages? Donc, nous en avons vu un aspect ce soir et on vous attendra encore nombreux à cette occasion. Merci à tous.